Abandonnée sur ce parking d'hôtel, l'une des voitures de la famille décimée. Les enquêteurs l'ont retrouvée ce matin, Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Grâce aux images de vidéosurveillance, ils ont établi que Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, avait dormi ici la nuit du 14 au 15 avril. S'il est allé là, dans cet hôtel, il y a certainement une raison. Ma conviction, c'est qu'il s'est suicidé et que son corps se trouve dans une zone qui est proche de Roquebrune. Je suis journaliste, j'ai l'habitude de travailler sur des sujets d'enquête comme les psychotropes ou des affaires criminelles comme l'affaire Haddad. Je me suis dit qu'il fallait chercher à comprendre comment un homme en arrive à ôter la vie aux êtres qui lui sont les plus chers. Xavier Dupont de Ligonnès considère que lui et les siens, c'est la même chose. Si lui décide d'en finir, alors il emmène les autres avec lui. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. C'est un joueur d'échecs. Tout est pesé, tout est pensé. En général, une enquête, on part de là, on arrive quelque part. Là, cette enquête, elle est partie dans tous les sens. Et elle est arrivée nulle part. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité. Moi, je suis allé sur place. J'ai dormi dans le même hôtel. Et j'ai regardé autour du rond-point ce qui se passait. S'il marche 1 heure sur la route, c'est la Nationale 7. Il y a un monde fou qui passe là. Il paraît très difficile qu'il n'ait pas été vu. L'hôtel, si vous voulez, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire, on se focalise sur l'hôtel, mais c'est pas là le centre de l'histoire. C'est un subterfuge. La même chose que ce qu'il a fait à Nantes quand il avait caché les corps sous la terrasse en disant « Ne vous intéressez pas à la terrasse, c'était là avant, etc. » Il est très doué pour envoyer des écrans de fumée. Les dernières images qu'on a de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est une image d'une caméra de surveillance d'un distributeur de billets de banque où il fait un retrait de 30 €. Donc là, les enquêteurs se diront tout de suite « Ah ben, on part pas en cavale avec 30 €. Et par ailleurs, on voit une autre image dans cet hôtel. Il est dans un couloir, il regarde la caméra bien en face. Après visionnage, l'individu est formellement identifié. Il se rend à la chambre 202 sous le nom de Xavier Dupont et règle en espèces. Le lendemain, le 15 avril, constatons que l'individu recherché sort une première fois pour prendre un café, puis remonte prendre une douche, puis quitte sa chambre et l'hôtel. On a l'impression que c'est une mise en scène. Il porte un livre, un polar qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Glacé, et qui raconte aussi une histoire de tueur en série et de disparition parfaite. Donc est-ce un signe? On ne sait pas, mais en tout cas, pour ceux qui le connaissent, c'était un peu un défi. Cours après moi.
C'est une sortie royale, quoi. Il disparaît dans l'axe de la caméra avec un sac assez long. On pense qu'il y a la 22 long rifle qui est dans le sac. Voilà, c'est bye bye tout le monde. Je quitte la scène, quoi. Il n'en a rien à faire, quoi. Il sait qu'il est filmé, il est pas idiot, il sait où sont les caméras. La question, c'est évidemment où est-ce qu'il part. La conviction des policiers, c'est, face à un tel massacre, il a dû se suicider. La dépression, c'est un élément majeur dans cette affaire parce que c'est elle qui va finalement mettre le feu aux poudres et il ne fait pas de doute que Xavier Dupont de Ligonnès est dépressif et c'est ça qui va le ronger et qui va déclencher le passage à l'acte. Donc il est au bout du rouleau et il ne voit pas d'autre solution que la mort. C'est là où il a organisé tout ce plan macabre, complètement machiavélique. Xavier a une pièce dans sa maison à Nantes qui est au sous-sol, qui est une pièce qui est son bureau. C'est vraiment son antre, c'est vraiment l'endroit où il s'isole de sa famille aussi, et où il pense, il réfléchit, il écrit. C'était une cave qui n'était pas vraiment décorée. Bon, on a retrouvé une machine à café dedans, on a retrouvé un fax. Pour ajouter en plus au côté sordide de cette pièce, il y avait un carton avec toutes les cartes de visite. Il y avait énormément de pistes en fait avortées, des pistes abandonnées, professionnelles en fait, qui reflétaient complètement ses échecs. Et c'était un petit peu comme l'antre de la bête en fait. C'était là où il descendait et comme si, quand il était dans cette bulle, il pouvait se révéler et être lui-même. Ses enfants le disent, les amis qui venaient le voir au domicile le disent, il était tout le temps en train d'écrire. Xavier Dupont de Ligonnès était un geek pour l'époque, donc il passait énormément de temps sur son ordinateur, ça représentait des heures par jour, et puis il tapait tout sur son ordinateur. J'ai repris les correspondances, les mails. Ça fait longtemps qu'il était dans une espèce de marécage, tout en gardant une façade, une sorte de standing, plusieurs voitures, les enfants dans des écoles privées. On va bien, on va faire des cours de danse, de country ou je ne sais quoi ensemble. On va à des mariages, on a l'air d'une famille parfaitement heureuse. Derrière, c'est le naufrage complet, c'est-à-dire elle passe son temps à se plaindre de son mari, de sa solitude, de son marasme affectif, sexuel. Elle raconte tout ça à des inconnus sur la toile. Elle a des mots extrêmement durs. Tu es un ours qui n'a envie de voir personne. Un solitaire qui n'aime pas les gens. Tu as à la fois un complexe de supériorité car tu trouves tout le monde con, et un complexe d'infériorité car tu es mal à l'aise avec des gens qui ont de bonnes situations et plein de fric. Tu es un timide maladif, mal à l'aise en société, et tu as des problèmes avec les femmes. Xavier, c'est quand même un super loser. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un voyageur de commerce qui passe des semaines sur la route, dans sa voiture, à aller voir des gens dans les hôtels. Donc il ne faut pas s'étonner qu'en laissant Agnès seule tout le temps, toute la semaine, elle s'ennuie, mais c'est terrible. Il va découvrir qu'elle le trompe, et en plus avec son meilleur ami, qui est Michel Rétif. Et donc Xavier, c'est un peu un monde qui s'écroule. Et comme il ne veut pas divorcer d'Agnès, comme il ne veut pas perdre la face... Il réagit premièrement en disant j'ai du mal à m'en remettre, etc. Je comprends pas, je croyais que j'avais une femme fidèle et tout. Et puis finalement, il va élaborer là encore un scénario qui est quand même assez extravagant, qui est d'organiser en quelque sorte une partie à trois où il joue le rôle de voyeur avec Michel. Et donc là, il y a pour Agnès, c'est une humiliation. C'est une manière pour lui de récupérer le pouvoir. C'est un homme qui veut contrôler la situation. Du point de vue d'Agnès, sa vie ne va être qu'une longue désillusion face à Xavier. Et elle va le traiter de bon à rien à un moment un peu particulier, qui est le moment où elle va hériter d'argent. Un héritage qui était assez important. Alors on a parlé de 300 000 €, mais bon, moi j'ai eu des informations comme quoi c'est beaucoup plus. Elle va s'apercevoir petit à petit que Xavier a dépensé tout cet argent pour essayer de monter des affaires qui ne vont jamais marcher. Et donc il va finir par entièrement dépenser cet argent-là et les laisser dans le besoin. C'est un énorme stress pour moi, car je n'ai plus rien.
J'ai un cafard noir. Il n'a pas agi comme il aurait dû. Il ne s'est pas bougé à temps pour ne pas risquer de perdre tout mon argent. Je ne veux plus de ces explications à la noix. C'est terrible à dire, mais parfois je pourrais presque penser que c'est un bon à rien. Les enquêteurs vont retrouver un document qui est tout à fait incroyable où, en fait, ils faisaient le coût de chaque membre de la famille. Finalement, cette famille qui a l'air d'avoir un train de vie bourgeois a du mal à boucler les fins de mois. Il était en échec sur tous les plans. Il était en échec sur le plan conjugal, ce qui est vrai, sur le plan professionnel, ce qui est vrai, sur le plan financier, ce qui est vrai également. Xavier, ces derniers temps, était un petit peu blasé par ces histoires d'argent. Il fallait qu'il rame beaucoup pour pouvoir entretenir toute sa famille. Un des soirs où il est venu dîner à la maison, il m'avait dit « Écoute, moi c'est simple, j'ai un but, c'est à 50 ans, je veux être rentier. » Xavier, on avait des liens très amicaux, on va dire. J'avais hébergé son entreprise sur ma boîte postale. Il a quitté son métier de représentant, mais il avait l'intention, évidemment, de faire fortune. Et donc, comme c'était l'avènement d'Internet et des sites, etc., il avait voulu créer ce site Internet qui s'appelle La Route des Commerciaux. Il avait une idée qui était assez intéressante. Il s'agissait de mettre en rapport par Internet des commerciaux et des hôtels. C'était pas bête du tout. Plutôt que d'essayer d'y aller doucement et de construire petit à petit son succès, en fait, il emploie très vite plein de monde dans plusieurs départements, des amis à lui. Mais en fait, comme il n'a pas le capital qui va avec, comme il n'a pas les investissements possibles, très vite, ça s'écroule. Et plutôt que de dire bah, « ça marche pas », il essaye de compenser, il essaye de montrer que si ça va marcher, il continue d'y croire. Un jour, je lui ai dit bah, « Est-ce que tu pourrais me filer une carte de visite ?» Et là, à ce moment-là, il a eu de la peine à me trouver une pauvre carte de visite complètement vieillie, on ne voyait plus rien dessus. Et là, je me suis dit, bon, pour quelqu'un qui est dans les affaires, ne pas avoir des cartes de visite, en tout cas de belles cartes de visite, j'ai trouvé ça un peu louche. Hein. C'est quelqu'un qui ne cesse d'entreprendre en pensant qu'il va devenir le nouveau Bill Gates et qui ne cesse d'échouer. Il ne gagnait pas suffisamment pour entretenir sa famille. Il cachait à sa femme qu'il avait des dettes, l'URSSAF, etc. Il recevait une partie de son courrier, non pas à la maison, mais chez son copain Emmanuel. Emmanuel Tonner, son ami de toujours. Emmanuel Tonner qui est homosexuel et qui est amoureux de lui. Je trouve qu'il a abusé de l'affection effectivement, que lui portait cet ami. Lors de vacances qu'Emmanuel avait prises à un moment, il a confié les clés de son appartement à Xavier. Et quand il arrive à Roissy, il a 50 messages de Xavier qu'il va falloir que tu arrives quand, tu arrives quand, tu arrives quand. Et il lui dit voilà, il faut que je te raconte un truc, Emmanuel, j'ai rencontré une fille, on est allé faire des choses dans ton appartement, je suis allé chercher des clopes et quand je suis revenu, la fille elle a dévalisé. Elle a pris tes bijoux de famille, elle a pris ton cash de l'ordre de 6 000 €. Donc Emmanuel, il est catastrophé, quoi. Ce qui désigne Xavier dans cette histoire, c'est que tous les bijoux de famille sont volés, sauf la médaille de baptême. Ce qui est un peu, voilà, c'est un peu une signature. Le côté religieux de Xavier ne lui permet pas de dérober la médaille de baptême de son ami. L'argent, il en trouve, il en emprunte, il le rend, il en emprunte encore, etc. Et puis parfois, il fait des écarts. Les enquêteurs vont tomber sur des courriers du père, donc Hubert Dupont de Ligonnès, disant à son fils « Mais comment t'as osé, pendant que j'étais à l'hôpital, t'es allé vider des comptes ?» C'est parce qu'il vient de découvrir qu'il a 12 700 € en moins sur son compte, quoi. Et que c'est son fils qui a fait ça, et ça se fait pas, quoi. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et là, on voit un peu la méthode d'embrouille de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que lui répond « Oh non, non, j'en avais juste besoin un moment, mais tu sais, je vais te faire gagner de l'argent parce que je vais te le rembourser avec des intérêts, etc. Non, papa, t'inquiète pas, ton fils est honnête. » Mon cher papa, utiliser ta réserve disponible de 12 700 € me dépanne bien. Mais je ne t'embrinque pas dans mes affaires, lesquelles sont saines et nous font vivre depuis 10 ans, à raison de 120 000 € de revenus par an. Xavier, il est passé dans un autre mode, quoi.
il recule devant rien, quoi. Il cambriole son pote, il vole son père, et puis après il va voler sa maîtresse. Dans ces affaires-là, où l'on finit par tuer, finalement, il y a l'argent et il y a l'amour. Et donc, on va lui prêter beaucoup de conquêtes, alors que ce n'est pas vraiment un Don Juan, Xavier Dupont de Ligonnès. Mais on retrouve une relation, une liaison. C'est une ancienne conquête de jeunesse, en fait, qu'il a retrouvée, une certaine Catherine. Catherine, c'est une fille qu'il a rencontrée quand elle avait 15 ans. Il est tombé amoureux. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h47, notre invité. Et finalement, le jour où il entend la voix de Catherine à la radio, qui est une chef d'entreprise qui a un peu réussi, tout d'un coup, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Ils sont un peu retombés en pamoison l'un et l'autre, et donc ils ont effectivement vécu quelques mois de liaison, et il a finalement emprunté de l'argent à cette femme, 50 000 €. Le souci avec cette empreinte de 50 000 €, c'est qu'elle lui demande de le rendre, et que là il est coincé, parce qu'elle lui envoie les huissiers. Donc là, évidemment, si vous voulez, le poteau rose va être découvert, en fait, c'est ça. Se met en place l'idée que le problème numéro 1 de Xavier, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est-à-dire que Xavier est aux abois. Ma Catherine, je suis ruiné, dans le fond du trou. J'ai 4 mois de loyer impayé. Ma vie actuelle se termine si je ne trouve pas 25 000 € immédiatement. S'il apparaît rapidement qu'il est coincé et endetté, il va falloir qu'il quitte cette maison. Ce qui peut faire partie des mobiles de cette tuerie familiale. Je me réveille tous les matins avec des crises d'angoisse insupportables, dont certaines durent jusqu'à midi, avec des difficultés à respirer et de la tachycardie. Je ne connais personne qui puisse vivre avec un stress aussi fort que le mien et ne pas sombrer dans la dépression ou le suicide immédiat. Lui demander s'il est heureux. Je crois que ce soit maintenant ou il y a 10 ans, la réponse est sans doute la même. Oui, oui, mais si on pouvait tous mourir demain, quel pied. Encourageant, hein? Alors on appelle ça suicide altruiste ou suicide d'accompagnement, enfin il y a un certain nombre de termes, mais les psychiatres relèvent que le genre d'individu qui effectue ce type d'acte criminel, en réalité, considère que lui et les siens, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre lui-même et sa famille, lui-même et ses enfants, lui-même et sa femme, et que donc, si lui décide d'en finir, alors il emmène les autres avec lui. Et ça, c'est une clé essentielle pour comprendre toute l'histoire de Ligonnès. C'est aussi un truc de mégalomane. Comme lui ne peut plus subvenir à leurs besoins, il décide donc de leur offrir un meilleur avenir, et je pense qu'il a réfléchi très sérieusement à quel allait être le meilleur avenir pour eux. Et il s'est dit, le meilleur avenir, puisqu'il croit en la religion, c'est le paradis. Donc il va leur offrir le paradis. En quoi Dieu a-t-il besoin qu'on lui offre la mort d'une bête, d'un enfant, de son fils ? Peut-on sacrifier sa famille sans être qualifié de monstre ? A-t-on le droit de vie et de mort sur ses enfants, puisqu'on est leur géniteur ? On est en juillet 2010, le 11 juillet. Il envoie une lettre à 2 de ses amis, Emmanuel et Michel, qui sont ses plus proches amis. Et il raconte que sa situation actuelle est plus que précaire. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture, assurance 600 000 € pour Agnès pour élever les enfants. Foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort, plus aucun problème pour personne. Et puis il a une phrase quand même terrible, qui est typique de Xavier. Je mettrai le feu à la maison pendant que tout le monde dort. Si tu mets à la plage, je prendrai ma carabine, je tuerai tout le monde dans la famille pendant que tout le monde dort. On a la décision que Xavier prendra un an plus tard, quoi. Ça, c'est aussi un des grands mystères qui fascine dans l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors qu'il a de l'avance sur les policiers, il a enterré les corps, il quitte la maison, il pourrait aller vers n'importe quel aéroport et disparaître au fin fond de l'Amérique du Sud. Il prend sa voiture et il refait une sorte de parcours un peu étrange dans le sud de la France.
si on le regarde de très près, son périple dans le Sud, on voit qu'il remonte à l'envers le fil de sa vie. Ça, c'est frappant. Il repasse par les endroits où il a vécu. Draguignan, l'Orgue, Grimaud, où il a habité, où il allait étant enfant, et que là, ensuite, il décide de disparaître dans un endroit qu'il connaît très bien. Nous avons des effectifs à terre et en l'air qui vont surveiller le terrain et qui vont essayer de découvrir chaque chose. Je m'appelle André Roudot et ma passion, c'est la spéléologie depuis l'adolescence. Nous avons été réquisitionnés en juin 2011 pour fouiller les cavités qui se situent autour de Roquebrune-sur-Argence. L'arrière-pays est un endroit qu'il connaît, qui est un endroit très compliqué, avec énormément de cavités, de ravins. Et donc, les enquêteurs se disent, il est parti à pied avec sa housse, il y a l'arme dans sa housse, il est allé se suicider dans l'arrière-pays. On a un fichier dans le Var, fichier des cavités du Var, et on a fouillé les cavités qui étaient sur le fichier. On n'a rien trouvé. C'est assez étonnant, hein, parce qu'en règle générale, souvent, quand la chasse reprend au mois de septembre, il y a forte chance qu'on retrouve une personne suicidée. Une des possibilités, c'est que pour des raisons qui lui appartiennent, pour des raisons affectives, hein, symboliques, il ait choisi d'aller se foutre en l'air dans une cavité là-bas. Il quitte l'hôtel par ici. Là, ce qu'on voit sur ce rond-point, c'est qu'il y a 8 directions possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une des possibilités, c'est qu'en sortant tout de suite ici, il passe sous l'autoroute et il prend ce chemin, qui est le chemin des Châtaigniers, sur lequel il n'y a personne, qui ensuite, ce chemin des Châtaigniers, longe l'autoroute avant de prendre la direction des collines, là, de la forêt, etc. Là où ça devient intéressant, c'est que la police a eu le témoignage d'un homme qui a raconté qu'il avait vu un homme qui correspondait à la description de Xavier de Ligonnès dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire dans le chemin là, qui s'enfonçait dans la forêt. Et donc il a choisi quelque chose qui nous paraît à nous probablement impensable, quoi. Mais quoi, je ne sais pas. Ça peut être un endroit qu'il connaît parfaitement, mais il a un mot d'ordre dans sa tête, c'est de toute façon, vous ne saurez rien, je suis le maître du jeu. On n'est pas obligé de retrouver la carabine. Vous savez, il peut très bien se débarrasser de la carabine en la jetant dans un cours d'eau ou dans un lac qui se trouve à proximité, là, à Roquebrune. Et elle est suicidée en s'attachant une pierre autour du cou et se jetant à l'eau, vous voyez. Bon, tant qu'on n'a pas d'éléments, on restera sur des hypothèses. Moi, j'ai pas de certitude, j'ai des quasi-certitudes et j'ai des convictions. Je pense que ce n'est pas possible de faire ça tout seul. Le soir du meurtre, d'après les enquêteurs, Xavier s'est créé un compte. À partir de l'adresse de Thomas, il s'est créé encore une autre adresse mail. Peut-être que cette adresse mail est créée pour correspondre avec un complice ou même peut-être avec une personne qui ne sait pas qu'elle aide un meurtrier. En tout cas, cette adresse mail, elle n'est pas créée au hasard.